Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Lucie Caroline, Lucie Caroline Bergeron, qui est la coordonnatrice chez Dira Esprit. Elle va se présenter également, puis elle va présenter un peu ce que Dira Esprit fait, quel est l'organisme et vous comprendrez pourquoi la Fédération des pays francophones du Canada était très heureuse d'inviter Lucie Caroline à venir nous parler de relations d'aide aujourd'hui. Alors, Lucie Caroline, je vais te céder la parole et c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir. Je peux pas dire de vous voir parce que je vous vois plus, mais au moins de savoir que vous êtes présents pour l'activité de cet après-midi. Comme Céline vous l'a mentionné, mon nom est Lucie Caroline Bergeron. Je suis psychoéducatrice et coordonnatrice pour l'organisme DIRA Esprit. Je vous montre tout de suite à l'écran le site web de notre organisme. Donc, nous sommes un organisme situé en Estrie, plus précisément à Sherbrooke. Notre mission est de prévenir et contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Pour réaliser notre mission, on offre des activités de sensibilisation sur la maltraitance envers les aînés. On va rencontrer divers groupes en Estrie pour parler justement de qu'est-ce que c'est que la maltraitance. On donne aussi de la formation pour justement différents intervenants qui ont à œuvrer auprès des personnes aînées, que ce soit de différents intervenants d'organismes communautaires, ça peut être aussi des étudiants inscrits dans des programmes de soins à la personne, ça peut être des bénévoles de d'autres organismes. Et on aide aussi individuellement les personnes qui sont victimes de maltraitance. Donc, les personnes qui sont victimes de maltraitance peuvent faire appel à nous et nous, on est là justement pour pouvoir les informer et également les outiller par rapport à des solutions possibles. Ce qui est particulier avec notre organisme, c'est qu'on est en mesure de pouvoir les accompagner dans les démarches qu'elles vont vouloir entreprendre pour corriger la situation de maltraitance. On est là pour les accompagner justement pour éviter qu'elles soient seules devant certaines démarches. Donc, c'est ce qui fait en gros partie des services qu'on offre là à Dira Esprit. Et on est un organisme communautaire. On a des bénévoles qui font partie de notre organisme et ces bénévoles-là font ce que vous faites dans votre milieu. Donc, ils vont donner des activités de sensibilisation et aussi de la formation. Et certains de nos bénévoles, experts dans divers domaines, que ce soit au niveau financier, entre autres, peuvent m'accompagner dans certaines démarches lorsqu'on a besoin justement d'avoir un petit peu plus d'informations plus précises, particulièrement au niveau des abus financiers. Donc, c'est ce qui fait partie comme tel de Dira Estrie, des services qu'on offre. Donc, je vous invite justement à aller visiter notre site web pour en apprendre un peu plus. La formation que je vais donner cet après-midi s'intitule justement la relation d'aide et l'intervention en contexte de maltraitance. C'est pas dans le but de faire de vous des intervenants psychosociaux, des psychologues, des travailleurs sociaux, non loin de ça. C'est vraiment pour vous donner certaines informations sur justement qu'est-ce que c'est que la relation d'aide. Parce qu'on sait, puis je peux vous le confirmer, nos bénévoles aussi vont faire des activités de sensibilisation dans le milieu pour différents groupes. Et ça arrive souvent qu'à la suite d'une activité de sensibilisation, il y a des personnes aînées qui viennent les rencontrer pour leur faire part justement de certaines difficultés personnelles en lien avec la maltraitance qu'elles vivent. Et on s'est rendu compte au fil du temps que parfois nos bénévoles n'étaient pas suffisamment outillés justement pour pouvoir aider convenablement ces gens-là. Alors, la formation sur la relation d'aide, c'est justement pour vous donner certains outils de sensibilisation. Juste un instant, on cogne à ma porte. Ah, merci, oui, merci beaucoup. Alors, c'était un membre de mon conseil d'administration qui me souhaitait la bonne année. Alors, désolé du contretemps. Alors, c'est ça, c'est pas pour, dans le fond, c'est pour vous donner certains outils pour être en mesure de pouvoir peut-être apporter une meilleure écoute à la personne aînée qui veut vous faire part de certaines confidences. Donc, je vous ai mis à l'écran justement le plan de la formation de cet après-midi. Alors, on va voir ensemble justement certaines notions de base en relation d'aide, d'être en mesure de pouvoir développer certaines capacités au niveau de l'écoute active, approfondir aussi certaines habiletés de communication et de voir quelles sont différentes étapes dans l'intervention de base en contexte de maltraitance. La première partie de la formation
ne nécessitera pas nécessairement de votre part des réflexions ou si jamais vous avez des questions entre-temps, vous pouvez toujours poser vos questions, mais je ne vous demanderai pas de répondre à certaines questions à ce niveau-là, au niveau des notions de base en relation d'aide, de l'écoute active et des habiletés de communication. Où je vais vous demander de participer davantage. Ce sera dans la dernière partie de la formation qui est au niveau de l'intervention de base en contexte de maltraitance. Je vais vous poser certaines questions et à ce moment-là, vous serez libre justement de pouvoir y répondre via la main que Céline vous a montré, justement que vous pouvez poser vos questions ou répondre aux questions qui vous seront posées. Donc, si on revient tout simplement à la formation proprement dite, c'est la formation d'aide et l'intervention en contexte de maltraitance. Alors là, je vous dis, c'est la deuxième fois que je fais cette formation-là via le web. Je ne suis pas encore experte en la matière. J'ai vraiment l'impression de me parler à moi-même. Mais si jamais je parle trop vite ou je parle trop lentement, je parle pas assez fort, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous voulez réagir, posez la question, puis ça va me faire vraiment un plaisir de pouvoir là, expliquer davantage les notions dont je veux vous faire part. Alors, quand on parle justement de la relation d'aide, c'est en quelque sorte justement que ça vient répondre à un besoin informel et souvent situationnel. Quand vous faites une activité de sensibilisation dans un milieu quelconque, il y a un groupe d'aînés, ça va arriver souvent qu'une personne va venir vous rencontrer à la fin d'une activité pour vous faire part justement d'une situation qu'elle peut vivre. C'est justement ça. On n'a pas besoin de venir en aide à quelqu'un de façon très, très précise en prenant un rendez-vous au téléphone ou en faisant une rencontre dans un bureau pour venir en aide à une personne. Souvent, la relation d'aide, elle est informelle, c'est suite à une situation quelconque et ça vient vraiment répondre à un besoin qui, on pourrait dire, immédiat. La qualité de notre intervention, la qualité de l'échange qu'on peut avoir avec la personne aînée qui nous demande de l'aide, va vraiment dépendre de notre bagage de vie. On a un bagage de vie personnel, on a un bagage de vie professionnel, notre personnalité comme personne, notre expérience va venir vraiment teinter et influencer la nature des liens que nous voulons tisser avec l'autre personne qui est en face de nous. Bien entendu, un des premiers éléments les plus importants quand on veut venir en aide à une personne, c'est vraiment l'accueil. Donc, c'est le premier contact qui est souvent le plus important. Des fois, c'est seulement par un regard, par la façon dont on va se comporter avec la personne, qui va démontrer à la personne aînée finalement qu'on est présent pour elle et qu'on est là pour l'accueillir. Et la relation qu'on va établir avec la personne aînée va dépendre de différents éléments. Donc, pour qu'on puisse avoir une relation positive avec la personne aînée, évidemment, on va devoir être très courtois avec elle, avoir une attitude positive. Puis avoir une attitude positive, c'est avoir une attitude qui est ouverte. On n'a pas toujours des gens qui sont en face de nous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes opinions que nous, mais notre façon de pouvoir intervenir auprès d'elle, c'est dans un certain contexte sans jugement. Le temps qu'on peut aussi accorder à l'autre personne va venir aussi teinter la relation qu'on va entretenir avec elle. Si on est pressé dans le temps, qu'on n'a pas de temps à accorder à l'autre personne, bien, notre relation à ce moment précis-là ne sera pas nécessairement positive comme telle, parce qu'elle va sentir qu'on n'est pas disponible pour l'écouter ou qu'on n'est pas disponible pour elle. Et bien entendu, il y a le respect dont j'ai mentionné tantôt, le respect de l'opinion de l'autre, le respect des valeurs de l'autre. Donc, tout ça va venir rendre notre relation plus positive si on est en mesure de pouvoir respecter tous ces principes-là. Ça peut arriver pour toutes sortes de raisons, comme je le mentionne à l'écran, qu'on puisse avoir de la difficulté à établir un contact positif finalement avec la personne aînée. On peut avoir l'impression que la personne n'est pas réceptive et qu'elle n'est pas ouverte finalement à recevoir notre aide. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle ne veut pas avoir de l'aide, mais peut-être qu'au moment où est-ce qu'on voudrait échanger, qu'elle n'est pas nécessairement dans un bon contexte où le moment n'est pas idéal pour elle afin de faire certaines confidences. À ce moment-là, il faut justement savoir quitter convenablement, laisser la porte ouverte et faire une relance un peu plus tard pour justement s'assurer qu'on peut répondre finalement à un besoin de confidence ou à un besoin où est-ce qu'elle aurait justement
besoin d'être outillée ou informée sur différentes ressources qu'elle pourrait avoir dans son contexte. Donc, pour qu'une relation soit le plus positive possible, on doit être authentique avec l'autre personne. Et l'authenticité, dans le fond, c'est être vrai. Être vrai avec la personne qui est en face de nous. Donc, on est sans masque, on pourrait même dire qu'on est presque transparent. Et la transparence qu'on a envers l'autre, notre authenticité, va passer par notre langage, que ce soit au niveau de notre langage verbal, l'information qu'on va transmettre verbalement, ou notre langage non verbal, donc la façon dont on va se comporter avec l'autre, notre attitude en général. Et bien entendu, les éléments qui traduisent les émotions et les pensées réelles qu'on a envers l'autre personne. Jusqu'à date, ça va, je ne vais pas trop vite. Bien entendu, un élément qui est très important au niveau de la relation d'aide, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Et l'empathie, c'est vraiment la capacité, quand on regarde à l'écran, c'est la capacité de percevoir et de comprendre les sentiments de l'autre, tout en étant capable de conserver une distance face aux émotions ressenties. En fait, c'est la capacité de se centrer sur ce que vit la personne. Comprenez que c'est bien différent de la sympathie. Hein? L'empathie, c'est la capacité de comprendre les émotions de l'autre sans nécessairement les vivre avec elle. C'est le contraire finalement de ce qu'on pourrait dire la sympathie. La sympathie, c'est plutôt la façon de se mettre dans la peau de l'autre, de vivre les émotions avec elle ou peut-être même à la place. Et je vous dirais que pour être un aidant, être un bon aidant, être un bénévole qui va être à l'écoute justement de la personne qui est en face de nous, c'est un sentiment qu'on devrait, je vous dirais, ne pas avoir parce que la personne qui est en face de nous, ce qu'elle a besoin, c'est de se sentir soutenue. Et si on est prise dans les émotions comme elle, la personne elle n'aura pas nécessairement tendance à se sentir soutenue. On ne sera pas en mesure de pouvoir la soutenir dans ses difficultés. Alors, il faut faire attention à ce principe-là. Maintenant, attendez un petit peu, je suis un petit peu perdue dans mes diapositives. OK, on y va comme ça. Alors, ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fin de compte, l'attitude empathique, c'est une des plus belles qualités du bénévole. Vous êtes des bénévoles, vous faites des activités de sensibilisation auprès de différents groupes d'aînés. Vous parlez d'un sujet qui n'est pas nécessairement facile. Hein, quand on parle de la maltraitance envers les personnes aînées, on se rend bien compte que pour certaines personnes, c'est un sujet qui peut être tabou, c'est un sujet qui peut être difficile à aborder, et ça pour toutes sortes de raisons, parce que ça vient chercher beaucoup d'émotions en elles. Souvent, la maltraitance, elle peut être perpétrée au sein de la famille, donc c'est difficile pour ces gens-là de pouvoir parler facilement d'une problématique comme ça. Donc, d'être en mesure de pouvoir comprendre la souffrance, de pouvoir comprendre ce que la personne vit, c'est une des plus belles qualités. Ça ne veut pas nécessairement dire de ne pas, faut pas vivre l'émotion à la place de la personne, il faut être en mesure de pouvoir la comprendre et surtout lui communiquer qu'on comprend. Et à ce moment-là, il va se sentir davantage accueilli. Donc, on peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que la personne ressent actuellement? Qu'est-ce qu'elle veut me dire à travers ses mots, ses expressions non verbales? Et quand on parle des expressions non verbales, des fois, ça peut juste être une mimique du visage. Ça peut être la façon dont la personne va se comporter physiquement avec son corps, si elle a les bras bien croisés, si elle a la face crispée, si elle a la larme à l'œil. C'est toutes des façons dont on peut voir la personne nous traduit un message, mais d'une façon qui est autrement que par la parole. Alors, les principes de base au niveau de l'empathie, c'est bien sûr d'observer. Être en mesure d'observer, d'être attentif à tout indice qui peut être, qu'on pourrait dire, non-verbal. Donc, les gestes, les soupirs, les tics nerveux. Ça peut être l'expression du visage, la façon dont elle va nous regarder. Un autre principe de base qui est très important, bien entendu, c'est au niveau de l'écoute. Être en mesure de pouvoir écouter silencieusement une personne, c'est correct en soi. Il y a certaines personnes qui peuvent être mal à l'aise avec les silences, mais parfois les silences sont bénéfiques. Ils sont nécessaires dans une relation d'aide. De pouvoir laisser la personne réfléchir en silence et d'être là justement pour pouvoir l'écouter. Écouter, ça peut vouloir dire aussi d'être en mesure d'accueillir. Hein. L'empathie, ça veut dire accueillir l'autre personne, faire des petites expressions qui sont très, très courtes, en lui disant « Oui, je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire. Je vois que ça vous fait de la peine.
Donc, tous ces principes-là sont importants justement dans la relation d'aide. Jusqu'à date, au niveau de l'empathie, avec un signe de la main, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous auriez des questions par rapport à les éléments que je viens de vous mentionner? Donc, je me rends compte que ça va bien pour Anita. Est-ce que toutes les autres personnes, M. Blache aussi? Madame Henriette, est-ce que ça va pour elle aussi? Anne, Jacqueline et Marina? Sinon, oui, on me dit que c'est bon, alors je peux poursuivre. Alors, l'écoute active, c'est un autre élément de la relation d'aide qui est très important. Quand on parle de l'écoute active, bien entendu, les gens doivent continuer à avoir une certaine empathie. Donc, c'est vraiment la capacité d'offrir à la personne aidée la possibilité d'être entendue et d'être comprise. Et nous, comme bénévoles, on peut avoir un rôle, justement, en clarifiant le message pour s'assurer d'avoir compris ce que la personne aînée tente de nous dire, tout simplement. Et je vous dirais que quand la personne se sent bien accueillie, qu'elle a la conviction qu'on prend du temps pour elle, qu'on prend du temps pour l'écouter, ce que ça va faire, c'est qu'en se sentant bien accueillie comme ça, elle va avoir tendance à parler davantage, avoir une meilleure expression. Et vous savez, quand une personne est victime de maltraitance, souvent les gens n'ont pas eu la chance d'en parler beaucoup, justement pour toutes sortes de raisons. Elles ont honte, elles se sentent coupables, elles ont des difficultés justement à vivre avec tout ce branle-bas d'émotions-là. Et si on leur laisse la chance justement de pouvoir s'exprimer sur leurs difficultés, qu'elles arrivent à en parler davantage, elles vont souvent arriver elles-mêmes à trouver certaines solutions à leurs problèmes. Et tout ça, c'est bénéfique parce que ce que ça va faire, c'est que ça va justement venir hausser un peu leur estime de soi. Les gens qui sont victimes de maltraitance, je vous dirais qu'elles ont souvent une mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles se sentent souvent coupables d'avoir agi de telle ou de telle façon. Elles ont honte de s'être laissées embarquer dans telle situation, d'avoir été la proie de telle ou telle personne. Donc, souvent, leur estime d'elles-mêmes vont être très, très, très basse. Et quand on arrive justement à les écouter, à bien les écouter, à comprendre leur situation, à leur donner du temps justement pour s'exprimer, elles vont arriver à trouver des solutions. On peut les encourager dans la recherche de solutions et ça va justement les aider à rehausser un peu l'estime de soi qu'elles ont perdue. Donc, c'est quelque chose qui est bénéfique. Avant d'entreprendre justement du temps pour justement les écouter, on pourrait toujours, comme bénévole, se poser certaines questions. Premièrement, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie et de temps à investir pour écouter une personne? Parce que vous savez, quand une personne commence à parler d'une situation de maltraitance, on s'entend que ce n'est pas quelque chose qui se raconte en 5 ou 10 ou 15 minutes. Des fois, ça peut être plus long. Alors, si par exemple, à la suite d'une activité de sensibilisation, une personne, à la suite de cette activité-là, veut justement vous parler, bien, premièrement, vous pourriez vous poser comme question, à ce moment-ci de la journée, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie et est-ce que j'ai du temps pour investir à cette personne-là? Est-ce que je suis capable aussi de mettre mes préoccupations personnelles de côté? Est-ce que je suis capable d'éviter de juger l'autre? Si on répond non à ces questions, mais peut-être qu'à ce moment-ci, on n'est peut-être pas nécessairement la meilleure personne ou c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment qu'on peut accorder à la personne qui nous demande de l'aide. Parce que si on est pressé dans le temps, si on est préoccupé par toutes sortes de choses, dont on va voir tantôt les types de mauvaises écoutes, la personne, elle va le ressentir et elle ne se sentira pas accueillie. Et en ne se sentant pas accueillie, elle n'aura pas tendance à vouloir faire plus de confidence et on ne sera pas dans la recherche de solutions pour elle. Donc, il y a effectivement des mauvaises écoutes. Hein. Là, je vous dis en passant, ce n'est pas des types d'écoute qu'on doit faire, mais je peux vous assurer que même si je suis psychoéducatrice, que je suis mère de 2 enfants, il m'arrive moi aussi d'écouter d'une mauvaise façon mes enfants et mon conjoint. Alors, vous allez peut-être même vous reconnaître dans certaines situations. Alors, un type de mauvaise écoute qu'on peut avoir tendance à faire, c'est vraiment l'imitation de l'écoute, donc la fausse écoute. Alors, on donne l'impression d'être attentive à l'autre. En réalité, on ne l'est pas du tout. On peut même la regarder dans les yeux, on peut hocher la tête, faire un signe qu'on comprend, mais en réalité, on a autre chose en tête.
Là, il y a quelqu'un qui me parle, Madame Jacqueline Plante. Est-ce qu'elle a une question à me poser? Oui, elle me dit tout simplement que oui, vous vous êtes reconnue là-dedans. Donc, c'est bon. Madame Plante, est-ce qu'elle avait une question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Ok, madame. je m'excuse, c'est que j'avais un surécran que j'étais pas capable d'enlever, alors j'ai appelé l'assistante technique. Maintenant, je m'excuse de vous couper, là, mais quand on m'a présenté, Il n'y a pas je viens pas de la Colombie-Britannique, mais je suis de la Saskatchewan. Je suis avec la Fédération des aînés francescois. Alors, parce que tantôt, je sais pas, Oh, j'étais pas capable de faire la main, là, de signaler la main. Alors, je pense que là, j'ai résolu mon problème, c'est mais bon. pendant que je vous parle, je vous dis justement que j'étais de la Colombie-Britannique autrefois, mais je suis maintenant avec la Saskatchewan, de la Fédération des aînés. Ah, ben c'est bien, ben bienvenue. Excusez-moi de vous avoir, vous avoir interrompu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, si on poursuit, un autre type de mauvaise écoute qu'on peut avoir parfois tendance à faire, c'est la mise en vedette. Donc là, la personne qui est en face de nous cherche qu'à exprimer sa propre idée. Tout ce qu'elle veut, c'est parler. Elle veut dire ses propres choses à elle. Alors, si par exemple, moi, je suis devant une personne aînée qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'être écoutée, et que moi, tout ce que je cherche à faire, c'est donner mon opinion, lui dire ce que j'ai fait la semaine dernière, ce que j'ai fait comme voyage, ou lui parler de mes expériences personnelles, mais en réalité, je fais un petit peu de mise en vedette. Je suis pas là pour écouter convenablement la personne. Tout ce que je tente à faire, c'est de parler de moi-même. Donc, c'est un type de mauvaise écoute à ne pas faire. Un autre type de mauvaise écoute qu'on pourrait avoir tendance à faire, c'est ce qu'on appelle l'écoute sélective. Donc, ça va arriver des fois que nos enfants et même notre conjoint peut avoir ce type de mauvaise écoute. Donc, la personne va répondre qu'aux parties qui l'intéressent. Elle entend ce qu'elle veut bien entendre et elle écoute ce qui l'intéresse et pas le reste. Donc, c'est un type d'écoute justement qu'on peut avoir tendance à faire. Et je vous dirais que peu importe le type de mauvaise écoute, c'est d'en prendre conscience pour effectivement s'améliorer. Donc, c'est une bonne chose en soi de pouvoir comprendre quels sont les types de mauvaises écoutes pour ne plus les répéter ou du moins s'améliorer. Un autre type de mauvaise écoute qu'on peut aussi avoir tendance à faire, c'est ce qu'on appelle l'écoute protégée. Donc, la personne va éviter un sujet en particulier. Souvent, ce sont des tabous. Lorsqu'on aborde un certain sujet, on peut avoir tendance à faire comme si on ne l'avait pas entendu ou tout au moins essayer d'éviter le plus possible d'en parler. Donc, c'est sûr et certain que si on est conscient de ce genre d'écoute-là, premièrement, le fait de s'en rendre compte, c'est une bonne chose en soi pour effectivement être en mesure de pouvoir corriger cette difficulté-là. On a aussi, comme autre type de mauvaise écoute, ce qu'on appelle l'écoute défensive. Donc, on va prendre tout ce qui est dit comme étant des attaques personnelles. Et vous savez, des fois, il faut faire attention par rapport à ça parce que des fois, on peut être devant des personnes qui ont un fort caractère et qui ont une façon de s'exprimer qui n'est pas nécessairement comme la nôtre. Je vous donne un exemple. Je rencontre à un moment donné une dame et cette dame-là, elle a un tempérament assez rigide. Elle parle et elle n'a pas trop de filtre. Alors, si moi, je suis une personne qui est très susceptible ou qu'on pourrait dire soupe au lait, et à toutes les fois qu'elle me dit des choses et que je me sens comme attaquée, je ne serai pas en mesure de pouvoir l'écouter convenablement. Parce que tout ce qu'elle va me dire, je vais prendre ça comme étant des attaques personnelles. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et on a effectivement la dernière écoute ou un autre type d'écoute dont je voulais vous aborder, c'est vraiment ce qu'on appelle l'écoute insensible. Donc, la personne est incapable d'aller au-delà des mots et de saisir les sous-entendus. C'est ce qu'on pourrait appeler quelqu'un qui a un cœur de pierre. On n'est pas capable de comprendre, dans le fond, les émotions qui peuvent se cacher derrière les mots que la personne tente de nous dire. Donc, vous comprenez que écouter, c'est pas si facile que ça. Hein? C'est difficile de pouvoir écouter convenablement les gens, et ça pour toutes sortes de raisons. Il y a des mauvaises écoutes qu'on peut faire, et il y a des raisons aussi qui peuvent nous amener à avoir de la difficulté à écouter. On est bombardé de toutes sortes d'informations presque tout le temps, à tout moment.
On a une surabondance de messages. Hein? Si on se rend bien compte de ça, on passe presque la moitié de notre temps éveillé à écouter. Alors, c'est bien entendu qu'à un moment donné, ça peut être difficile de pouvoir se concentrer sur ce que l'autre dit quand on a passé toute notre journée à écouter les autres de part et d'autre. Donc, une raison pourquoi c'est difficile d'écouter, c'est qu'il y a des messages qui nous abondent de part et d'autre à tout moment de la journée. Une autre raison pourquoi c'est difficile d'écouter convenablement et d'en prendre conscience, c'est qu'on peut avoir toutes sortes de préoccupations. Donc, ma santé, ça va pas bien, j'ai un trouble au niveau de ma santé et ça me préoccupe l'esprit. À la maison, mon conjoint, il y a des difficultés ou mes enfants ont des difficultés, je pense à ça et là, ça me préoccupe. Au niveau de mes occupations, là, j'ai un cours de yoga ce soir, je ne sais pas si je vais arriver à l'heure comme prévu, donc ça me préoccupe et peut-être que je ne serai pas en mesure de pouvoir écouter convenablement la personne qui veut mon aide. Au niveau de mon travail, de mon temps, je cours toujours. Donc, c'est difficile d'écouter pour toutes ces raisons-là. Aussi, il faut être conscient de ça, c'est que notre pensée est rapide. Hein? Notre pensée est plus rapide que la vitesse d'élocution de la personne qui nous parle. Alors, pendant que la personne est en train de parler, nous, ça nous laisse du temps pour penser à autre chose. Donc, vous comprenez que c'est une autre difficulté qu'on peut avoir. Aussi, pourquoi ça peut être très difficile d'écouter, c'est qu'on peut avoir parfois des efforts à fournir. La personne qui est en face de nous, peut-être qu'elle a un ton de voix qui est monotone. Peut-être que c'est une personne qui est très, très négative, qu'elle va se plaindre beaucoup. Peut-être qu'elle a aussi une difficulté au niveau de sa communication, au niveau de son langage, qu'elle a un défaut de parole. Et là, on doit avoir beaucoup d'efforts à fournir justement pour l'écouter convenablement. Alors, d'être conscient de ça, ça peut nous aider justement à essayer de trouver des façons de mieux écouter. Et il y a aussi effectivement tous les bruits qui viennent de l'extérieur. Hein. On fait une activité de sensibilisation, une personne vient nous rencontrer pour nous parler, et pendant qu'on parle, il y a plein d'autres personnes autour de nous qui parlent en même temps, et là, ça nous distrait, on n'est pas concentré. Et là, si on n'est pas concentré devant la personne, elle ne se sentira pas accueillie. Et vous comprenez, là, tout s'enchaîne. Alors, d'être conscient de ça, ça fait juste nous aider d'essayer de trouver éventuellement des façons justement de trouver des techniques justement pour mieux écouter. Alors, soit dit en passant, comment fait-on pour bien écouter? Alors, avant d'entreprendre cette petite partie-là, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Là, vous comprenez que j'y vais quand même assez rapidement parce que je veux vraiment mettre l'accent sur la dernière partie de la formation qui est justement sur l'intervention en contexte de maltraitance, les rôles que les bénévoles justement peuvent jouer. Mais vous pouvez tout de même me poser des questions sur ce que j'explique présentement et ça va me faire vraiment un grand plaisir de pouvoir y répondre. Alors, est-ce qu'il y a une question? Ça va bien? Non, Madame Corriveau, vous avez une question pour moi. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je vous entends très bien. Une des choses que j'aimerais savoir, c'est la proximité à la personne. Comment proche est-ce qu'on devrait être pour que ce soit confortable pour les deux? Ça, c'est très relatif d'une personne à l'autre. Hein. Vous conviendrez que ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut, si vous comprenez l'expression, être dans notre bulle ou être dans la bulle de quelqu'un, c'est vraiment... Tu gèles, là. Alors, bonjour. Je pense qu'on vient de perdre Lucie Caroline. Je la réactive de ce pas. Est-ce que vous me voyez? La connexion a fait. Alors, je te laisse la parole, Lucie Caroline. Oui. Alors, comme je le dis, c'est vraiment relatif d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, le toucher peut être quelque chose de très réconfortant. Être près d'une personne, toucher l'épaule, toucher le bras, toucher la main, ça peut être très, très, très réconfortant pour certaines personnes, alors que pour d'autres, ça peut être distrayant, ça peut être même agressant.
Mais ça, il n'y a pas une personne qui va agir d'une telle ou de telle autre façon. C'est vraiment propre. Et puis ça, je vous dirais que c'est comme un senti qu'on peut avoir en dedans de nous. Quand une personne vient elle vous aborde justement parce qu'elle veut justement vous parler, vous écouter, vous allez voir de quelle façon elle va vous approcher. Vous allez voir sa façon, sa mimique, sa gestuelle, la façon dont elle va se comporter. Euh, comment proche elle va venir près de vous. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a une question de respect. Si, par exemple, vous, comme bénévole, vous ne sentez pas à l'aise d'être proche d'une personne ou de vous faire toucher sur la main ou le bras ou l'épaule ou peu importe, à ce moment-là, il faut être en mesure de pouvoir prendre notre distance par rapport à ça. Mais à savoir, nous, comme bénévoles, de quelle façon on doit s'approcher de la personne aînée, je vous dirais que la plupart du temps, c'est la personne aînée qui va venir à votre rencontre. C'est elle, dans un premier temps, qui va venir vous retrouver pour justement vous parler ou avoir une quelconque forme d'aide. Donc, ça va être à vous, à ce moment-là, de juger en la regardant, en l'observant, en l'accueillant, en l'écoutant, que vous allez finir par déceler justement la distance que vous pouvez avoir avec cette personne-là. Puis, tu sais, vous pouvez aussi faire, dans le fond, ce que je pourrais dire un petit test. Vous parlez à la personne, puis là, vous lui démontrez quand même beaucoup d'empathie. Vous pouvez lui toucher l'épaule ou le bras pour lui montrer que vous comprenez bien. Et si vous vous rendez compte qu'il y a comme une espèce de petit recul ou que vous sentez qu'il y a une hésitation à ce moment-là, bien là, vous allez comprendre que peut-être que là, vous êtes allé trop dans sa bulle et qu'elle n'apprécie pas cette proximité-là. Mais il n'y a pas de règle en soi. C'est vraiment la façon dont on va sentir les choses qui va nous permettre justement d'avoir quelle distance avoir finalement avec l'autre. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, madame. Absolument. Peut-être avec... Oui, tout à fait. OK. Alors, une façon, justement, il y a des façons justement de pouvoir améliorer notre écoute. D'une part, attendez un petit peu, je vais cliquer sur la prochaine diapositive. Céline, je ne sais pas si tu m'as redonné le rôle, oui. OK. Un petit peu. Bon, là, je suis revenue. Oh mon Dieu, attendez un petit peu. Là, je suis revenue comme au tout début. J'y vais, j'y arrive. Ça ne sera pas tellement long. Donc, attendez un petit peu. Alors, voilà. La façon dont on peut s'y prendre justement pour améliorer notre écoute, d'une part, c'est d'utiliser notre temps disponible. Donc, si une personne vient nous voir pour nous parler, bien vraiment d'utiliser ce temps-là pour pouvoir l'écouter. Quand on dit précéder la pensée de l'autre, c'est que vous comprenez que des fois, la personne aînée qui vit une difficulté, surtout au niveau de la maltraitance, il y a beaucoup d'éléments qu'elle garde parfois depuis longtemps en elle et qu'elle a besoin de le dire. Souvent, elle ne l'a pas dit à personne, puis que là, ça se bouscule dans sa tête. Elle a de la difficulté à se structurer pour pouvoir nous expliquer ce qui lui arrive. Donc, le fait de pouvoir précéder la pensée de l'autre, c'est juste de l'aider à se structurer dans sa façon de nous expliquer. Et à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir résumer ce qu'on a compris de son message. C'est une autre façon aussi qu'on peut améliorer notre écoute. Écouter aussi à deux niveaux. Donc, c'est une autre façon qu'on peut améliorer notre écoute. Donc, écouter ce que la personne nous dit, mais aussi écouter en observant la façon dont elle va se comporter. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, la personne, vous lui posez la question, puis elle a la face toute crispée, les bras croisés, et que vous lui posez la question à savoir si ça va bien, puis qu'elle vous dit oh, oui, ça va bien, bien peut-être qu'en réalité, ça ne va pas si bien que ça. Parce que vous aurez observé finalement que son visage ne traduisait pas nécessairement la même chose que ce qu'elle tente de vous expliquer. On regardera tantôt des habiletés de communication, de quelle façon on peut arriver justement à essayer de délier ces petits malaises-là. Donc, une autre façon qu'on peut s'y prendre justement pour améliorer notre écoute, c'est justement de devenir conscient de ses émotions. Vous comprenez que quand on écoute l'autre, ça ne veut pas nécessairement dire être en accord avec l'autre. Ça peut vouloir dire justement de comprendre ce qu'elle nous dit pour justement de comprendre son point de vue. Mais quand on arrive justement à être conscient de ses émotions, c'est qu'on est capable d'avoir une certaine distance face à l'autre. Et une autre façon d'améliorer notre écoute, c'est justement d'éliminer les distractions. Donc, si à la suite d'une activité de sensibilisation, une personne aînée vient vous rencontrer pour vous dire oh, « j'aimerais vraiment vous parler, j'aurais des choses à vous dire », et que là, il y a beaucoup de gens autour de vous qui parlent, ça placote, puis que là, vous êtes distrait,
bien, c'est juste peut-être de trouver une façon, de trouver un endroit dans la salle, à l'écart, pour prendre du temps avec elle et être en mesure de l'écouter convenablement sans être distrait par les bruits qui peuvent être occasionnés par d'autres personnes. Donc, c'est toutes des façons qu'on peut arriver à mieux écouter une personne. Maintenant, au niveau de l'habileté de communication, on a des façons, des techniques justement pour améliorer notre communication avec l'autre et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, pour arriver justement à bien comprendre ce que l'autre nous dit, il y a 3 techniques qu'on peut utiliser, qu'on va voir de façon un petit peu plus précise tantôt. Donc, d'une part, on a le reflet des sentiments, on a la reformulation et on a la question. Alors, quand on parle du reflet des sentiments, qu'est-ce que ça veut dire? Le reflet des sentiments, comme on l'explique à l'écran, c'est un moyen par lequel on traduit à l'autre ce que nous comprenons de son expérience. En gros mots, là, ce que ça veut dire, c'est que c'est un moyen par lequel on traduit à l'autre les émotions qu'on comprend. Ça nous permet à ce moment-là de mieux saisir les indices non-verbaux et de se mettre dans la peau de l'autre. OK? Je vous donne un exemple. Regardez bien. Alors, des petits exemples de questions, ou pas de questions, mais des exemples de phrases qu'on peut dire justement pour arriver à bien saisir les émotions qui se dégagent derrière le message que la personne nous dit. Ça vous fâche quand telle situation arrive. Ça semble vous affecter beaucoup cette situation-là. Vous avez du mal à accepter telle situation. C'est très difficile à vivre pour vous, si je comprends bien. C'est quelque chose d'important pour vous. Puis pour vous donner un exemple, comment ça peut se traduire dans le concret, je vous donne un exemple personnel d'une situation qui m'est arrivée, ça fait pas tellement longtemps. Donc, vous comprenez que dans notre mission, on a à aider des personnes aînées victimes de maltraitance. Les gens nous appellent et à ce moment-là, on va les rencontrer à domicile pour essayer d'évaluer la situation avec elles, essayer de voir de quelle façon on pourrait trouver une solution à leurs problèmes. Je me rends dans une résidence pour personnes aînées, un homme très âgé qui demeure dans une grande résidence, beaucoup d'activités dans cette résidence-là. C'est pas une petite résidence, avec beaucoup de monde, beaucoup de personnel, beaucoup de résidents. Mais le monsieur n'avait jamais parlé de cette situation qu'il vivait depuis longtemps à quiconque. Il vivait de la maltraitance financière de la part d'un petit-fils et bien entendu, il n'en avait jamais parlé à les membres de sa famille, justement pour éviter les conflits familiaux. Donc, à mon arrivée, j'ai devant moi une personne aînée assez troublée. Il me raconte son histoire et son visage est traduit par une très grande tristesse, beaucoup d'émotions vives. Et moi, je veux m'assurer que je comprends bien, dans le fond, ce qu'il me raconte, que, premièrement, c'est pas quelque chose qui le fâche. Moi, je traduis pas de la colère dans son visage. Je traduis plutôt une profonde détresse. Alors, je lui pose la question suivante, où je lui exprime ce que je ressens par rapport aux émotions que j'observe. Et je lui dis, est-ce que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment très chagriné par ce qui vous est arrivé. Et là, le monsieur se met à pleurer. Et à pleurer comme j'ai rarement vu dans ma vie. Et le monsieur, ça lui a fait tellement de bien de pouvoir se libérer de ce qu'il tracassait depuis tant d'années, qu'il m'a tout simplement dit, vous savez, madame, c'est la première fois que je peux parler de cette situation-là à quelqu'un, alors que j'habite dans une très grande résidence et qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, mais je n'ai jamais réussi à parler de cette situation-là à quiconque. Et oui, j'ai beaucoup de chagrin par rapport à ça. Alors, vous comprenez que le reflet des sentiments, d'une part, ça permet à l'autre personne de pouvoir s'exprimer davantage et de laisser libre cours à ses émotions, mais d'une autre part, ça permet à la personne qui l'écoute de bien comprendre ce qu'il tente de me dire à travers ses paroles, mais aussi à travers ses gestes, à travers son attitude. J'aurais pu lui poser la même question et lui dire, est-ce que je me trompe, mais vous êtes vraiment chagriné? Peut-être qu'il m'aurait dit, non, je ne suis pas chagriné, je suis en colère ou je suis déçu. Mais vous comprenez que c'est important de pouvoir saisir et de mettre des mots sur des émotions. Et le reflet des sentiments permet ça. C'est des courtes phrases qui vont aider la personne
à continuer dans le même sens, à continuer à s'exprimer et à se libérer de quelque chose qui l'affecte beaucoup. Donc, c'est une technique de communication, je vous dirais, qui est très importante. D'une part, comme je vous l'explique, ça permet à l'autre de s'exprimer davantage et ça nous permet, nous, en tant que bénévoles, en tant qu'aidants, de bien comprendre le message que la personne tente de nous traduire. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous explique? Peut-être en levant la main pour me dire que tout va bien. Oui. Alors, tout le monde comprend très bien. Oui, ça va. Donc, c'est une technique de communication, je vous dirais, qui est presque essentielle. Merci, ça va bien. OK. C'est une technique de communication, je vous dirais, qui est presque essentielle quand on veut aider convenablement quelqu'un. Pourrais-tu donner un exemple de précéder la pensée de l'autre? OK, oui. Alors, je pourrais vous donner un exemple à ce niveau-là. J'ai une dame, par exemple, qui est devant moi. Elle a été victime de maltraitance financière de la part d'un de ses enfants. Et il y a beaucoup d'éléments dans son histoire. Elle fait du coq à l'âne. OK? Il est arrivé telle situation il y a plusieurs années. Et là, elle m'explique quelque chose. Et là, on revient dans une autre période de sa vie. Et là, à un moment donné, elle continue de m'expliquer. Puis là, elle revient encore en arrière. Et là, à un moment donné, ça devient difficile pour nous de pouvoir saisir le contexte. Donc, de précéder la pensée de l'autre, c'est juste d'essayer de faire un fil conducteur dans son histoire. Et quand on réussit à faire un fil conducteur, c'est là qu'on peut arriver à résumer ce qu'elle nous a dit. Donc, si je comprends bien, madame, v'là 2 ans, votre fils vous a demandé de lui donner une procuration bancaire, c'est bien ça que je comprends. Et durant cette période-là, ça allait mal dans ses affaires financières. Vous êtes parti en voyage et c'est durant le temps que vous êtes parti en voyage qu'il en a profité pour soutirer certaines sommes d'argent dans votre compte bancaire. Comprenez? Alors, c'est de cette façon-là. Quand je dis précéder la pensée de l'autre, c'est d'essayer de structurer l'histoire, d'essayer de structurer un peu ce qu'elle nous dit pour arriver à essayer de faire un fil conducteur, pour comprendre, dans le fond, le message au complet. Parce qu'une personne qui vit des situations de maltraitance, comme je vous l'explique, des fois, ça peut être confus ou ça peut être tout mêlé dans sa tête. Elle va passer d'une situation à l'autre, puis là, elle va revenir dans le présent, puis à un moment donné, elle va retourner dans le passé. Puis là, nous, en tant qu'aidants, on veut bien l'écouter, on veut bien comprendre, mais à un moment donné, ça devient difficile. Alors, quand on arrive à précéder la pensée de l'autre, c'est d'arriver nous-mêmes à essayer de se faire comme un fil conducteur dans notre tête, et ensuite de ça, quand on arrive à le faire, ce petit fil conducteur-là, de lui résumer ce qu'on a compris. Et ça m'amène justement à la seconde technique justement d'habileté de communication qui est la reformulation. C'est d'arriver justement à résumer ce que la personne nous dit pour s'assurer qu'on a bien compris. Alors, je ne sais pas si ma petite explication là, que j'ai juste de donner a répondu à la question qui m'a été posée. Donc, pourrais-tu donner un exemple de précéder la pensée de l'autre? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que j'ai arrivé? Oui, merci. Bon, OK, c'est parfait. Donc, quand on parle justement de la reformulation, c'est vraiment de s'assurer de bien comprendre ce que la personne nous dit en reformulant d'une autre façon. Donc, ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple. Donc, vous avez des petits bouts de phrases. Ce que je comprends, monsieur, c'est que vous aviez donné une procuration à votre fils et maintenant vous voulez l'annuler. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire? Vous voyez, c'est une façon de reformuler le message. Une autre façon. Vous pensez que si ça continue comme ça, vous ne serez plus capable de payer vos dettes. Est-ce que c'est bien ça que je comprends? Comme vous voyez, c'est des façons justement de reformuler le message que la personne nous dit pour s'assurer qu'on comprend bien. Une autre façon. Vous semblez dire que votre garçon a manigancé dans votre dos pendant que vous étiez en voyage. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Alors, vous voyez, c'est une façon qu'on peut s'y prendre. Pour résumer vos propos, vous avez perdu confiance en votre garçon et vous ne voulez plus qu'il s'occupe de vos affaires financières. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez me dire? Alors, cette façon de faire-là va d'une part s'assurer que moi, j'ai bien compris le message et ça va rassurer aussi la personne qui nous dit son message qu'on l'a bien comprise. Si je lui dis ce que je comprends, là, c'est que vous avez donné une procuration à votre fils et maintenant vous voulez l'annuler. Admettons que c'est pas ça. Mais la personne va me dire, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux qu'il continue à avoir la procuration, mais je veux juste qu'il me dise, dans le fond, quand il va faire des transactions bancaires, qu'il m'en informe. Alors, vous voyez,
Moi, j'ai reformulé en pensant que c'était ça le message, mais c'était pas ça du tout. Alors, vous voyez que c'est une technique qui est très importante, de reformuler le message pour s'assurer que moi, j'ai bien compris. Et si j'ai pas bien compris, la personne va me le dire, tout simplement. Et si j'ai bien compris, la personne va pouvoir continuer dans son propos et va pouvoir continuer à m'expliquer sa situation. Est-ce que vous comprenez bien la reformulation? C'est bien différent. Le reflet des... Oui. Pourrais-tu donner un exemple? OK, non. Non, alors on a bien compris. Madame Godin, Monsieur Blache, Madame Schmidt. OK, alors oui, on a bien compris. Alors, la distinction entre les deux, le reflet des sentiments, c'est vraiment d'essayer de cerner les émotions qui sont ressenties, alors que la reformulation, c'est de venir résumer ce qui a été dit verbalement. La troisième technique de communication, c'est ce qu'on appelle la question. Alors là, le principe, c'est pas de passer un interrogatoire à la personne. Hein. On veut pas que la personne se sente questionnée comme s'il était au poste de police. C'est pas ça le but. La question sert vraiment à aider la personne à s'exprimer davantage. Et ça, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions qui sont ouvertes. Donc, des questions qui ne seront pas répondues par oui ou non. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et là, la personne, elle n'aura pas le choix de s'exprimer davantage. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? Donc, vous voyez, c'est des questions qui sont posées de façon à ce que la personne n'ait pas le choix de s'exprimer davantage. On ne pourra pas juste lui poser la question comme « Est-ce que ça va bien? » Et là, la personne, elle va nous dire oui ou elle va nous dire non. C'est ce qu'on appelle des questions fermées. Mais quand on parle de questions ouvertes, ce qu'on veut, c'est que la personne va pouvoir s'exprimer davantage. Et tout ça dans le but, justement, de pouvoir la laisser s'exprimer, la laisser peut-être même trouver des solutions à son problème et on peut l'encourager dans la recherche de solutions. Et ce que ça va faire, c'est que ça va juste l'aider à avoir une meilleure estime d'elle-même. Alors, si la partie, justement, sur ce qu'on pourrait dire la relation d'aide, donc l'empathie, l'écoute active, certaines habiletés de communication, là, vous comprenez que c'est un sujet qui a été passé rapidement. Habituellement, cette formation-là, je la donne en un après-midi où est-ce qu'on a des exercices à faire avec les participants. Mais là, étant donné qu'on est une formation via le web, c'est plus difficile de pouvoir vous faire pratiquer certaines techniques de communication ou certaines techniques justement d'écoute active. Si vous avez des questions par rapport à cette partie-là, je vous inviterai à me les poser. Et là, sinon, la seconde partie de la formation va plus s'enligner sur les rôles que les bénévoles peuvent jouer en intervention en contexte de maltraitance. Madame Schmidt me dit donc, avant de passer à autre chose, pourriez-vous revenir sur la différence entre sympathie et empathie? Oui, je vais le faire. Et je vous donne comme exemple, quand on va, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez une de vos sœurs, son mari, il y a quelqu'un dans la famille qui est décédé et on se rend, par exemple, au salon funéraire pour offrir nos sympathies. Quand on offre nos sympathies à quelqu'un, en quelque sorte, on a de la peine aussi avec la personne. Parce que si moi, je me rends au salon funéraire, c'est que j'ai de l'affection pour la personne qui est décédée. Donc, j'ai de la peine. Moi-même, j'ai de la peine qu'elle soit décédée. Donc, j'offre mes sympathies, je sympathise avec la personne, j'ai de la peine avec elle. Tandis que l'empathie, j'ai pas de la peine avec la personne, je comprends la peine de l'autre. Si je donne comme exemple la personne aînée que je vais rencontrer, prenons l'exemple du monsieur que je suis allée rencontrer dans la résidence pour personnes aînées et qui m'expliquait justement l'abus financier qu'il subissait de la part d'un petit-fils. Moi, je suis là comme aidante, je suis là pour écouter sa tristesse, je suis là pour écouter son histoire. Je comprends la peine de monsieur, mais je n'ai pas la peine avec lui. Je ne vis pas sa peine parce que c'est pas moi qui a subi. Ça ne veut pas dire que j'ai un cœur insensible, au contraire. Je suis en mesure de pouvoir comprendre la détresse. Je suis en mesure de pouvoir comprendre toute sa tristesse et de comprendre son chagrin, mais je ne le vis pas avec lui.
Et c'est ça qui est aidant pour une personne aînée qui vit une difficulté, c'est de se savoir comprise par l'autre. La personne aînée qui était devant moi, elle n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un qui avait de la peine avec elle. Elle, ce qu'elle voulait, c'est d'avoir quelqu'un pour la soutenir. Alors, si moi, je pleure avec elle, que je suis toute dans mes émois et que j'ai autant de peine qu'elle, elle ne se sentira pas soutenue par moi. Je ne sais pas si vous voyez la distinction. Donc, quand moi, je sympathise avec quelqu'un, c'est que j'ai de la peine avec elle. Je la vis, cette peine-là, parce que ça me fait réellement de la peine. Je connais cette personne-là intimement. Elle est décédée, puis j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais si j'ai de l'empathie pour quelqu'un, je suis capable de comprendre la peine sans nécessairement la vivre. Madame Corriveau, attendez un petit peu. J'ai une autre question que je vais tenter de répondre. Oui, bon, attendez un petit peu. Anita Corriveau. Après l'écoute du monsieur, comment continuer pour l'aider à résoudre le problème d'abus financiers? Donc, c'est sûr que vous, en tant que bénévole, et on va le voir tantôt dans la seconde partie de la formation, quels sont vos rôles? Quels sont vos rôles en intervention en contexte de maltraitance? On s'entend que vous, votre rôle comme bénévole est bien différent de moi, mon rôle comme intervenant. Parce que moi, mon travail, je suis psychoéducatrice, je suis là pour accompagner les gens dans leur souffrance, je suis là pour essayer de trouver des solutions avec ces gens-là et je suis là pour les accompagner dans leur démarche. Alors que vous, peut-être, on va le voir tantôt, on va voir quels sont vos rôles là-dedans. C'est sûr que le monsieur, justement, qui m'a expliqué, dans le fond, sa situation, mon rôle à moi, à ce niveau-là, c'était, oui, d'une part, de l'écouter, de comprendre, dans le fond, son histoire et de voir avec lui quelles sont les démarches qu'il était prêt à entreprendre pour corriger la situation. C'est sûr qu'une personne aînée qui est victime de maltraitance financière, il faut voir avec elle, c'est quoi ses besoins derrière tout ça. Est-ce qu'elle veut récupérer son argent? Est-ce qu'elle veut juste, dans le fond, mettre fin, par exemple, à les abus qui pourraient être commis dans le futur? Il n'y a pas une personne qui va agir d'une même façon. Je peux avoir des gens qui ont été victimes d'abus financiers et que eux, ces gens-là, elles veulent récupérer l'argent qui ont été volés. Alors, vous comprendrez que les démarches sont bien différentes. J'ai accompagné récemment des gens jusqu'à la cour parce qu'elles ont décidé d'entreprendre des démarches au niveau judiciaire pour essayer de retrouver leur argent qui avait été soutiré. Alors que d'autres personnes, elles ont été abusées financièrement et elles ne sont pas prêtes à entreprendre ce genre de démarche-là. Elles, tout ce qu'elles veulent, c'est juste sécuriser leurs avoirs pour plus que ça se reproduise dans le temps. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas une personne qui va réagir de la même façon. Madame Godin me dit, que fait-on lorsque la personne nous demande, attendez un petit peu, la personne nous demande de lui donner des solutions concrètes. Alors, c'est certain que tout dépend au niveau de votre organisation. Et là, moi, je ne peux pas parler au niveau de votre organisation pour laquelle vous faites partie. Qu'est-ce qui vous est possible de faire au niveau de l'intervention comme telle? Ce que je vais vous proposer comme rôle, c'est une suggestion et c'est à vous comme bénévole de vous en assurer auprès de votre organisation, à savoir qu'est-ce qui est possible de faire. Je ne sais pas si en parlant directement pour la prochaine section, peut-être que ça pourrait répondre à vos questions. Est-ce que ça vous conviendrait qu'on commence, puis peut-être que ça va répondre dans le fond à votre questionnement par rapport à ça? Si vous êtes d'accord avec ça, vous peut-être juste me lever la main, puis ça serait correct? OK, madame me dit OK. Alors, je poursuis, puis peut-être que ça va répondre à votre questionnement. Donc, avant d'entreprendre nécessairement le contexte comme tel là, de l'intervention de base en contexte de maltraitance, j'aimerais ça, et là, je vais demander votre participation, j'aimerais ça que vous puissiez me nommer une conséquence que la maltraitance peut avoir chez la personne aînée ou son entourage. Qu'est-ce que ça peut avoir, ça, comme effet, la maltraitance chez la personne aînée qui la vit ou son entourage? C'est certain que ça a des conséquences. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, je vous pose la question et là, je vous laisse me répondre par rapport à ça. Est-ce qu'on y va de façon verbale avec le micro ou on y va de façon...
Alors, il y a quelqu'un qui veut me répondre? Madame Plante. OK, Madame Schmitt me dit la méfiance par rapport aux autres. Oui, c'est une conséquence que la maltraitance peut avoir sur une personne aimée. Quelqu'un peut devenir très méfiant. Effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait me donner une autre conséquence? Madame Corriveau, vouloir mourir, effectivement. La maltraitance peut avoir comme conséquence, justement, le désir de vouloir mourir, le désir de mettre fin à la souffrance. C'est une autre conséquence. Madame Godin me dit l'anxiété. Donc, une autre conséquence très importante, l'anxiété. Le micro de Madame Plante est ouvert. Alors, moi, je dis que c'est une baisse d'estime de soi. Oui, tout à fait. La baisse d'estime d'elle-même, hein, on sait très bien que la maltraitance, il y a beaucoup d'obstacles à la dénonciation et les gens qui ne veulent pas en parler, il y a toutes sortes de raisons, dont le sentiment de honte, de culpabilité. Et effectivement, à un moment donné, les gens peuvent avoir une estime de soi qui est très, très diminuée, qui va enchaîner l'anxiété. Madame Corriveau me dit l'humiliation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient rajouter quelque chose? Alors, je vais vous exposer la prochaine diapositive pour vous dire que, effectivement, la maltraitance peut avoir des conséquences diverses. Vous l'avez très bien exprimé, une des conséquences au niveau, hein, vous avez dit vouloir mourir, donc la maltraitance peut avoir comme conséquence justement le suicide. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'au suicide, peuvent avoir des idées suicidaires. Ça peut être aussi la maladie, hein. Quelqu'un qui va vivre beaucoup, beaucoup d'anxiété peut finir qu'à avoir des problèmes au niveau de sa santé physique, problèmes d'estomac, des migraines. Au niveau psychologique, hein, l'anxiété peut amener la dépression aussi, peut amener différents troubles émotionnels. Ça peut avoir aussi, Madame Godin l'a mentionné, l'isolement, hein, au niveau social. Ça peut avoir une conséquence très, très grande à ce niveau-là. Une personne, par exemple, qui a toujours eu l'habitude de participer à certaines activités, et là, bon, elle subit de la maltraitance. Quand on subit de la maltraitance, là, on vit beaucoup avec de la honte. On a peur que l'histoire finisse par se savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir tendance à s'isoler pour éviter de rencontrer d'autres personnes et que ces personnes-là nous posent des questions sur notre vie privée et qu'on se sente mal à l'aise d'aborder le sujet. Donc, ça peut avoir comme conséquence justement l'isolement au niveau de nos activités, ça peut être au niveau même de notre famille, ne plus vouloir voir certains membres de notre famille parce que on a honte ou on vit ça difficilement. Une conséquence qui n'a pas été abordée, que je suis sûre et certaine que vous êtes bien conscient de ça, c'est au niveau financier. Donc, ça peut avoir des conséquences graves. Il y a beaucoup de personnes aînées qui peuvent devenir endettées justement suite à une maltraitance financière, quelqu'un qui a fait des achats, par exemple, sans le consentement de la personne aînée, alors qu'elle détenait une procuration, peut finir par avoir des dettes accumulées par rapport à tout ça. Donc, au niveau financier, ça peut avoir de très lourdes conséquences.